Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, 2 histoires qui font bien flipper. J'espère que ça va vous plaire et vous verrez, elles ont des mécaniques extrêmement intéressantes. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Je vous le rappelle, mais c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et surtout, pour vous, c'est le meilleur moyen de ne louper absolument aucune vidéo. Parce que je vous vois, les personnes qui voulaient 12 vidéos par semaine. Franchement, croyez-moi, si je pouvais le faire, je vous en sortirais 45. Mais malheureusement, ça prend déjà beaucoup de temps d'en faire 3. Donc au moins, en vous abonnant, vous n'en louperez aucune. En tout cas, comme d'habitude, un merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui me soutiennent. Peut-être qu'un jour je trouverai une façon de vous remercier, mais je pense que ce jour n'est pas encore arrivé. Voilà, dans la mesure du possible, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Ismaël. Ismaël, c'est un gars de 24 ans qui vit sa petite vie tranquille depuis toujours. Il nous raconte que ce n'est pas le genre de personne à faire des crises pour un rien, ni même à chercher les ennuis avec les gens. En gros, c'est tout simplement un garçon qui avance comme il peut avec les moyens qu'il a. Ismaël, il bosse dans un petit magasin de bricolage et il a des horaires particulièrement pourri. Il passe la moitié de ses journées à expliquer à des gens comment choisir une vis ou un pot de peinture, mais ça va, il se plaint pas même si le travail est très répétitif, et nous explique que ça l'occupe, que ça lui fait gagner sa vie, donc il se plaint pas. Lui, ce qu'il aime vraiment, c'est rentrer le soir, se poser chez lui, et surtout retrouver ses 3 potes de toujours qu'il voit tous les week-ends. Il les connaît depuis le collège, ils ont tous grandi ensemble, et là, ça fait des mois qu'ils disent qu'ils vont partir quelque part, juste tous les 4, mais comme d'habitude, chacun remet ça à plus tard parce que entre le boulot, la vie de famille, la vie sociale, les contraintes, les obligations, c'est pas évident. Sauf que ce soir-là, Ismaël, il voit ses potes, et il y en a un qui dit à un moment: hé les mecs, ça vous dirait pas qu'on se barre en week-end? J'ai vu une forêt qui est complètement isolée à 2 heures d'ici, il y a absolument rien autour, donc c'est juste parfait pour aller camper. Ah mes amis, je pense que maintenant sur la chaîne on peut se dire que c'est une belle idée de merde, mais bon, peut-être que ça va très bien se passer. Là, contre toute attente, personne ne dit non, même Ismaël, parce que d'habitude, lui c'est toujours le premier à dire: ouais les gars, on remet ça plus tard peut-être. Sauf que là, il dit oui, direct. Après tout, il sent que ça lui ferait du bien de sortir de son train de vie quotidien. Et surtout de s'éloigner des rayons et des pots de peinture qui au fond de lui, il déteste. Et cette sensation, j'ai envie de dire, elle est partagée par tous les membres du groupe. Alors dès le jeudi soir, le groupe d'amis commence à s'organiser. Ils font une petite liste avec rien d'exceptionnel. Genre une tente, des barres de céréales, quelques bouteilles d'eau, des lampes frontales, des vêtements pas trop dommages si jamais ils tombent dans la boue, mais surtout qui tiennent chaud. Et puis ils listent aussi quelques accessoires de survie. Parce qu'après tout, ils ne savent pas comment ça se passe la nuit en forêt parce que c'est la première fois qu'ils vont faire ça. Les jours suivants, pendant qu'Ismaël est en train de négocier avec son cousin pour lui carotte sa voiture, parce que oui, il a le permis mais pas de voiture, donc il lui en faut une, eh bien ses potes, eux, ils vont chercher la nourriture, la tente et tous les accessoires. Quand le samedi matin arrive, ils se retrouvent tous sur le parking où ils se sont donné rendez-vous. Absolument tous les membres du groupe ont la tête à moitié dans le cul, mais ils sont hyper excités de passer un moment ensemble et ça risque d'être assez cool. Une fois dans la voiture, le trajet commence enfin, ils parlent de tout et de rien, et quand ils arrivent près de la forêt, il y a ce moment où la route devient tellement étroite qu'on dirait presque qu'elle n'a pas été faite pour les voitures. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent très doucement, histoire de ne pas fracasser la voiture. Ils se garent sur un petit espace et ils prennent tout ce qu'ils ont dans le coffre en rigolant, parce qu'évidemment, personne n'a envie de porter quoi que ce soit. Bref, tout le monde y met un peu du sien, ils marchent une dizaine de minutes jusqu'à trouver un coin assez plat, histoire de pouvoir bâtir leur campement. Ismaël, il regarde autour de lui et il se dit que vraiment, ils sont seuls au monde, il n'y a pas un bruit de voiture, ni même une maison, et encore moins des humains. Ils sont tous les 4 au beau milieu de cette forêt. Bref, naturellement, ils se répartissent les tâches. Il y en a un qui monte la tente, un qui va chercher du bois, un qui commence à préparer l'endroit où il y aura le feu, et Ismaël, il aide un petit peu partout. Quand tout est installé et que le feu est allumé, les membres du groupe se posent autour et ils discutent. Le feu, il est pas glorieux, mais ça reste assez pour se réchauffer et avoir une petite ambiance assez conviviale, et surtout pour pouvoir cuisiner 2-3 trucs qu'ils ont pris avec. Les garçons mangent, ils se racontent des histoires, des galères, des embrouilles qu'ils ont au taf, ils racontent tout ce qui se passe par leur tête, et Ismaël nous raconte qu'il ne regrette pas du tout d'être venu parce que ça lui fait un bien absolument fou. La journée se passe tranquillement et il se balade un petit peu dans les alentours. À un moment, il repère un ruisseau qui est pas loin, et il se dit que si vraiment ils arrivent à court d'eau, eh bien peut-être qu'ils pourront aller remplir leur gourde là-dedans. Après, on est d'accord, il y a quand même une chance sur 2 qu'ils y restent, mais voilà. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, il y en a un qui suggère de faire le lendemain une randonnée un petit peu plus longue, histoire de s'amuser comme des petits fous. Le soir tombe tout doucement, et alors qu'ils sont en train de discuter, il y a un bruit sec qui traverse la forêt. Et c'est pas genre un craquement ou une branche qui tombe, c'est comme un pétard qui explose au loin, et les 4 se regardent d'un coup en étant un petit peu surpris, parce que je vous le rappelle, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun bruit. Ismaël ne comprend pas vraiment ce qu'il vient d'entendre, il se demande s'il n'a pas rêvé, ou si c'est juste un truc au loin qu'il a mal interprété, mais là, il voit le visage de ses potes, et il comprend qu'en fait, c'est peut-être pas un pétard. Ils restent tous silencieux quelques secondes, juste le temps de se demander si ça vaut le coup de s'inquiéter, ou si simplement ils commencent à se faire des films. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de faire des grands calculs mathématiques dans leur tête, il y a un deuxième coup qui retentit. Là, ils sont presque sûrs et certains que ce n'est pas un pétard,
mais un coup de fusil. Alors un des mecs du groupe lâche un truc du style, les gars c'est rien, il y a sûrement un stand de tir pas loin ou des mecs qui s'entraînent. Sauf que vous en doutez bien, personne n'y croit vraiment parce que dans cette zone, c'est pas censé tirer en ce moment. Il n'y a pas de période de chasse, ni même quelque chose qui justifierait de près ou de loin d'aller mettre une balle de snipe au milieu de la forêt. C'est bizarre. Surtout que notre ami Ismaël, il s'est renseigné par rapport à ce point avant de venir dans la forêt. Parce que après tout, ce serait un petit peu con d'aller se balader avec ses potes dans une forêt et de ne pas mourir à cause d'un tueur en série, mais d'une balle perdue d'un chasseur. C'est pas qu'ils ont la flemme de se prendre une balle, mais ouais, je pense qu'on peut les comprendre. À un moment, ils entendent un troisième tir, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus proche que les autres et ils n'ont pas besoin de parler ensemble pour comprendre que la situation, elle commence à devenir un petit peu dangereuse. Surtout qu'il commence à faire bien nuit. Et là, un des garçons, il se lève direct et il dit qu'il faut absolument éteindre le feu parce qu'en fait, ça indique tout simplement à absolument toute la forêt qu'il y a des gens autour. Parce que c'est une grande source de lumière, donc il décide d'éteindre le feu, il piétine les braises, il jette de la terre dessus et il pense qu'une fois que la lumière aura disparu, ça suffira à calmer les événements. Sauf que une minute après que le feu soit éteint, ils entendent encore un tir. Ismaël n'ose pas le dire à voix haute, mais il voit les regards de ses potes et il voit clairement qu'ils sont en train de bien paniquer. Du coup, ils attrapent tous les sacs, parce que leur idée, ce n'est pas d'abandonner le campement, mais juste prendre leurs affaires et de se barrer pendant une petite heure, histoire que ça se calme. Parce qu'en fait, Ismaël, il nous dit que c'est sûrement des chasseurs qui sont en train de chasser un animal, et que peut-être l'animal est passé derrière eux, donc à tout moment, ils peuvent se prendre une balle. Donc l'idée, elle est simple, c'est de se barrer un petit moment, histoire que les chasseurs se rendent compte qu'il y a probablement des êtres humains. Donc, ils se mettent en marche, sans trop savoir dans quelle direction aller. Ils marchent, mais malheureusement, ils ont l'impression que les tirs de fusil sont en train de les suivre. Ils croient vraiment qu'ils sont suivis parce qu'ils entendent des bruits de branches qui craquent derrière eux. On ne sait pas encore si c'est des humains ou des animaux qui marchent dessus, mais dans tous les cas, ça ne sent pas bon. Ismaël, il garde son sac serré contre lui, il regarde à peine où il met les pieds, il suit simplement les silhouettes de ses potes dans le noir absolu, et à un moment, il entend encore un coup de fusil, sauf que à ce moment-là, il est tiré depuis tellement près que ça le fait sursauter, et surtout, il entend une balle qui siffle pas loin de lui. Bon, les amis se regardent, ils paniquent et ils se mettent à courir dans tous les sens. Notre ami, il sprint comme un malade, et tout à coup, il entend un énorme cri derrière lui. C'est comme si une personne avait extrêmement mal à quelque part. Il s'arrête de courir, il est complètement paniqué, son cœur bat à 1000 à l'heure, et lorsqu'il se retourne, il voit une silhouette derrière lui qui est à moitié au sol, qui se tient le bras, et là, il se dit forcément que c'est son pote. Il voit pas grand chose parce que évidemment il fait nuit, mais il en faut pas plus à Ismaël pour comprendre que son pote vient de se faire tirer dessus. Notre ami, il fonce vers son pote, il tombe à côté de lui à genoux, le gars qui est par terre, il tremble, il serre les dents, vraiment il est à deux doigts de pleurer, et surtout, il répète qu'il a extrêmement mal. Ismaël, il enlève sa veste et il la presse contre la plaie pour essayer de ralentir le sang. Donc ça, c'est un excellent réflexe. Et vraiment, Ismaël, il y a une pensée qui lui vient en tête à ce moment-là. Il se dit, mais si ces chasseurs nous ont confondus avec une bête, c'est que soit ils veulent nous buter, soit ils sont complètement bourrés. Parce que forcément, d'autant près, ils voient qu'on court comme des humains et pas comme une biche. Pendant qu'Ismaël essaye d'arrêter l'hémorragie de son pote, ou du moins faire ce qu'il peut, un autre membre du groupe les a rejoints et c'est là qu'il lui dit « Mec, les tirs, c'est pas accidentel, dans le sens le tir n'a pas ricoché à quelque part et il lui a chopé le bras, c'est vraiment une personne qui l'a visé volontairement. » Là, la réalité semble sauter à la gueule de tout le monde, c'est eux les cibles de ces chasseurs. À un moment, les 4 garçons sont réunis et ils n'ont pas le choix. Il faut absolument bouger et rapidement parce qu'en restant ici, ils vont simplement se faire allumer en moins de 2 minutes et ça va être une véritable scène d'horreur. Du coup, ils décident de tenter un truc que l'un d'eux a déjà entendu dans un documentaire, c'est-à-dire de traverser un cours d'eau pour brouiller leurs traces de pas si jamais ces mecs les suivent encore. Heureusement, ils se souviennent qu'il y a un ruisseau pas loin d'ici, alors ils portent tous ensemble leur pote qui est blessé, ils passent chacun un bras sous ses épaules et ils avancent tant bien que mal. Le gars qui est blessé, il serre les dents tellement il souffre. Il avance quand même parce qu'il sait que s'il n'avance pas, il va probablement se faire buter. Donc à un moment, le groupe descend une sorte de petit talus et là ils entendent encore des coups de feu qui sont derrière eux et quand ils arrivent à ce fameux ruisseau, ils n'hésitent pas à sauter dedans. Évidemment, l'eau est glacée, Ismaël, il sent la température, ça lui coupe presque la respiration, mais il en a rien à secouer parce qu'il sait que la situation est extrêmement urgente et qu'à tout moment, sa vie peut s'arrêter. Tout le monde arrive tant bien que mal à traverser le ruisseau et là, Ismaël, à quelques dizaines de mètres, il voit une sorte de tour et il dit à ses potes, les mecs, je ne sais pas ce que c'est, mais malheureusement, notre seule solution, c'est d'aller voir. Donc tout le petit groupe avance dans cette direction. En se rapprochant, il voit que c'est une cabane qui se situe un petit peu en hauteur, comme si c'était un mirador. C'est pas un truc très luxueux, mais au moins ça fera l'affaire, histoire de se cacher pendant un petit moment. Et de toute façon, on va pas faire les difficiles, il n'y a pas d'autre solution. Donc, ils courent dans sa direction comme ils peuvent, ils grimpent l'échelle, ils essayent de faire monter leur pote qui est blessé, mais c'est un petit peu galère. Mais après un gros effort collectif, ils y arrivent, et là, ils se collent tous contre les murs, et ils éteignent leur lampe frontale. Dites-vous qu'à ce moment-là, il n'y a plus un bruit dans la forêt à part le bruit de la nature. Et étant donné que la cabane en bois, elle est un petit peu en mauvais état, Ismaël, il jette un coup d'œil à travers une fente, et là, au loin, il voit des sources de lumière. Ces 3 hommes qui ont des lampes frontales, et surtout
de gros fusils qui avancent lentement, mais très lentement, comme des gens qui fouillent la forêt parce qu'ils cherchent quelque chose de précis. Le groupe d'amis entend l'un des hommes qui parle et il dit « Les gars, avant on a entendu un des mecs crier, ça veut dire qu'une balle l'a touché, donc forcément, il va ralentir et on va les retrouver facilement. » Ismaël, à ce moment-là, il a 2 doigts de faire une syncope, il recule, il a le cœur qui bat à 1000 à l'heure et il comprend absolument tout. Ce ne sont pas des chasseurs, ils ne se sont pas trompés avec des animaux, c'est eux qu'ils chassent, mais la question qui reste, c'est pourquoi. Là, il faut absolument trouver une solution pour se sortir de ce bourbier, parce que ce n'est qu'une question de secondes ou de minutes avant que ce groupe de personnes mal intentionnées tombe sur le groupe d'Ismaël. Là, Ismaël, il a une idée de génie, enfin, c'est un peu la seule idée qui lui vient en tête. Il se dit de toute façon, Nick, il faut qu'on essaye quelque chose. Si on n'essaye pas, les mecs vont nous trouver et ils vont nous buter. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il dégaine son téléphone, il regarde sur internet, donc dites-vous que le téléphone, il lui éclaire la tête comme jamais. Il tape garde forestier dans la zone où ils sont, il appuie sur le premier numéro que Google lui recommande, il appelle et il est comme ça, au téléphone, pendant plusieurs secondes. Quelqu'un lui répond, il se présente en tant que garde forestier de la zone, et Ismaël, il lui dit écoute mon garçon, on t'aime bien, je vais pas me présenter, je vais pas te dire bonjour, il faut absolument que tu ramènes ton cul ici, sinon on est mort. Le garde comprend qu'il y a une urgence, il dit qu'il arrive très vite parce qu'il habite tout près, et dites-vous qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il leur dit « Restez bien cachés, j'arrive ». Bon, les garçons s'exécutent, ils restent bien cachés avec aucune lumière, et plus le temps passe, plus les hommes qui sont en train de les rechercher s'approchent d'eux. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que la lumière du téléphone d'Ismaël les a attirés, ou est-ce qu'ils n'y ont vu que du feu? Ça, l'avenir nous le dira. Le groupe de potes se dit clairement « Ça y est les gars, dans quelques secondes, on est au paradis », et au bout de 2 minutes, ils entendent les faux chasseurs, donc les mecs qui les traquent, qui s'approchent seulement à quelques mètres de la cabane où ils se trouvent. Là, mes amis, ils se regardent tous, limite ils se serrent la main, ils se disent « Ah, dans quelques secondes, avec tonton Johnny pour faire un ping-pong. Peut-être qu'il y aura Tupac et Michael Jackson, on ne sait pas, mais c'est la fin. » Ils se regroupent tous vraiment dans le petit espace, ils se collent les uns aux autres, ils sont incapables de bouger, la seule chose qu'ils font c'est d'entendre les bruits de pas qui commencent à les encercler. Et surtout, ce qu'ils font c'est qu'ils mettent une main sur la bouche du gars qui est blessé, parce qu'à tout moment, il pousse un cri de douleur, et là c'est un aller simple au paradis. Ismaël, il ne sait plus comment gérer la situation, donc il attend. Pendant ce temps, les pas se rapprochent encore et encore, et lorsqu'il regarde discrètement à travers la fente, il voit l'un des chasseurs qui se retourne d'un coup comme une tourelle automatique, et qui le fixe droit dans les yeux, sauf que il fait nuit donc. Est-ce qu'il l'a vu? On ne sait pas. Mais c'est comme si ce gars, il savait exactement où le groupe d'amis se cachait. Ce gars, il avance donc droit vers la cabane et il s'arrête au pied de l'échelle. Il ne dit rien. Il pose simplement sa main sur la première marche comme s'il allait monter. Donc Ismaël, il recule un tout petit peu. Il retient sa respiration et il sent que ses potes font pareil derrière lui. Personne ne parle, personne ne bouge. Et c'est là que le blessé commence à faire des bruits un petit peu bizarres comme s'il avait mal. Ismaël, il lui dit « S'il te plaît, ta gueule, c'est pas le moment. » Et le mec, il se retourne vers Ismaël et il lui fait comprendre par son regard que, en gros, si le gars il monte, c'est fini. L'homme en bas teste la première marche, le bois bouge légèrement. C'est là que le pote blessé commence gentiment à perdre connaissance tellement il se passe trop de choses dans sa tête. Ismaël, il lui parle doucement pour le maintenir éveillé et il essaye de regarder autour de lui pour trouver une arme, un bâton ou quelque chose qui pourrait leur permettre de se défendre. Sauf que la seule arme qu'ils ont actuellement, c'est le téléphone. Clairement, ils sont piégés là-dedans et le mec en bas, il peut monter quand il veut. Il monte une marche, puis une autre, et puis on entend un bruit. C'est un truc qui ressemble clairement à un moteur de voiture. Le gars qui est en train de monter, il se retourne d'un coup en entendant ça, et en fait c'est limite s'il se pète la gueule parce qu'il ne s'attendait pas du tout à entendre une voiture. Donc il regarde dans la direction, et lorsqu'il voit de quoi il s'agit, eh bien il descend, il essaye de se barrer en courant, mais au même moment quelqu'un sort de la voiture, et ce gars, il crie « Police forestière !» Posez vos armes immédiatement. Là, le groupe de personnes armées se fige, l'un commence à reculer contre les arbres, comme s'il voulait se barrer vite fait bien fait. Mais la personne qui est sortie de la voiture crie encore plus fort, il prend son flingue et il tire un coup en l'air. Le tir fait réagir absolument tout le monde. Là, le groupe de personnes armées comprend très vite que ce mec n'est pas là pour rigoler. Donc, ils posent les armes, mais ils hésitent quand même un peu. Le garde les force à reculer et leur ordonne de mettre les mains derrière la tête, de s'agenouiller et surtout de se taire. Tout le monde obéit, mais leur manière de regarder autour d'eux, c'est comme s'ils voulaient vraiment se barrer en courant. À ce moment-là, le garde forestier, il s'approche des fusils qui sont au sol, il les prend, et il s'avance gentiment vers le mirador en montant l'échelle. Et c'est là qu'il voit Ismaël et ses potes. Au même moment, étant donné que le gars est un petit peu en hauteur, dans le groupe de personnes armées, il y en a un qui dit maintenant, et tout le monde se barre en courant. Bon là le garde forestier il a fait un truc, je sais pas si c'est vraiment légal, il essaye d'en viser un avec son arme. Est-ce que c'est légal? Je ne sais pas. Et vu qu'il le loupe, eh bien tous les chasseurs ont réussi à s'éparpiller. Quand le groupe d'Ismaël comprend que les chasseurs sont loin et qu'ils sont en sécurité, il reste quand même quelques secondes dans le mirador parce que ils sont pas sûrs et certains que
c'est fini. Et là, le garde leur crie, vous pouvez descendre, c'est bon, vous êtes en sécurité. Le petit groupe quitte la cabane, très lentement, un par un, et dès qu'il touche le sol, le garde vérifie vite la plaie du jeune qui est blessé. Il appelle immédiatement une ambulance, histoire qu'elle arrive le plus vite possible. Le garde forestier explique au petit groupe qu'en fait il a déjà entendu des trucs étranges dans cette partie de la forêt, genre des tirs qui ne sont pas autorisés, mais il n'a jamais réussi à comprendre ce qui se passait parce qu'il ne l'a jamais vu de ses propres yeux. En fait, il explique à Ismaël que ce soir-là, lorsqu'il les a appelés, il pensait qu'ils étaient en danger à cause d'une bête, par exemple un ours ou ce genre de truc, mais en tout cas pas qu'ils étaient encerclés par des personnes qui voulaient les buter. 20 minutes plus tard, une ambulance arrive sur place, mais elle a bien galéré à les trouver. Il s'occupe de prendre en charge le blessé, et pendant ce temps, Ismaël il demande au garde forestier qui sont ces chasseurs. Et c'est là que le gars lui dit qu'ils font probablement partie d'un groupe qui organise des sorties privées et qu'on peut imaginer que leur but c'est simplement de tirer sur tout ce qui bouge. Que vous soyez une fourmi, une dinde, un tigre ou même un humain, ils en ont rien à péter. Là, Ismaël il réalise à quel point ils ont évité le pire. Le garde forestier les raccompagne jusqu'à leur voiture pour qu'ils puissent repartir chez eux en toute sécurité. Mais malheureusement, à 3 au lieu de 4 parce que leur pote qui est blessé, lui, il est transféré à l'hôpital le plus proche. Ismaël, il se charge d'appeler les parents de son ami pour les prévenir et surtout pour leur dire allez rejoindre votre fils à l'hôpital parce que il est un petit peu blessé. Avant qu'ils reprennent la route, les policiers s'approchent de la voiture dans laquelle Ismaël et ses potes sont et ils leur disent écoutez, on va tout faire en sorte pour qu'on retrouve ces personnes. Ce qui est bien, enfin bien entre guillemets, c'est qu'au moins maintenant on sait que ces personnes sont dans les alentours parce que si on n'avait pas été appelé ce soir-là, on aurait commencé une enquête le jour où quelqu'un aurait été tué. Bon, lorsqu'il leur dit ça, Ismaël, il y a une petite goutte de sueur qui tombe sur son front. Il leur dit merci pour les travaux, au revoir. Ils reprennent la route et ils rentrent chez eux. Le lendemain, ils reçoivent une très bonne nouvelle, leur ami s'en est très bien sorti. Il y a quand même eu une petite intervention chirurgicale nécessaire parce que il fallait retirer la balle. Parce que oui, elle s'était bloquée dans le bras, c'est ça qui lui faisait extrêmement mal. Malheureusement, les semaines qui suivent, les policiers n'ont jamais remis la main sur les chasseurs. Parce qu'en fait, il n'y avait absolument aucun indice. Sur les fusils que le garde forestier a récupérés, malheureusement, il n'y avait aucune empreinte. On peut donc imaginer que ces personnes étaient très équipées avec des gants. Et vu que personne n'a vu leur visage concrètement et qu'on a entendu leur voix peut-être 5 secondes, ça rend la chose presque impossible. Ismaël nous raconte que le plus dur, c'est de se dire que aujourd'hui, ce petit groupe de potes doit vivre en sachant qu'il y a un groupe de personnes qui voulaient les tuer ce soir-là. Alors Ismaël, il nous explique que pendant les mois qui suivent, il a fait une thérapie et qu'avec sa psy, ils en ont beaucoup discuté et qu'il a réussi à comprendre que ce n'était pas visé contre lui, dans le sens que les personnes qui voulaient lui buter, ils ne savaient pas qui c'était derrière. Eux, leur seul but, c'était de tirer sur tout ce qui bougeait, peu importe que vous soyez un humain ou un animal. Donc ce n'était pas personnel envers Ismaël et ses potes, et ça l'a quand même bien fait avancer sur le chemin de la guérison. Évidemment, aujourd'hui, ils ont toujours des séquelles psychologiques. Inutile de vous préciser que camper dans une forêt, c'est terminé, et que même s'approcher de près ou de loin d'une forêt, c'est juste impossible. Voilà, histoire très particulière, j'espère qu'elle vous aura plu. Quelles étaient concrètement les intentions de ces personnes? Malheureusement, on ne le saura jamais. Enfin, je dis malheureusement, mais peut-être que c'est mieux de dire heureusement. Et voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi si c'est le cas en commentaire. Reprenez une petite boisson comme moi, et moi je vous propose de partir pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle d'Evelyn. Evelyn, elle a 23 ans, elle bosse dans une petite boutique de vêtements au centre-ville. Ça paye pas très bien, mais ça lui permet de vivre, de payer son loyer et surtout de rester indépendante. Evelyn nous raconte qu'elle aime bien son métier parce qu'elle aime bien les clientes qui sont gentilles, qui lui parlent comme si elle la connaissait, comme si c'était leur pote. Elle aime bien aussi remettre les articles dans les rayons, refaire de l'ordre lorsque le magasin est vide, parce qu'elle est très carrée et le fait de ranger, ça la calme. Mais globalement, elle nous raconte qu'elle vit avec cette impression qu'elle pourrait faire beaucoup mieux, qu'elle pourrait être ailleurs, dans un autre taf, dans une autre entreprise, mais malheureusement, elle ne sait pas encore où. Depuis des années maintenant, celle qui l'aide à garder la tête hors de l'eau, c'est sa meilleure amie. C'est en gros la personne à qui Evelyn dit absolument tout sans le moindre secret. En fait, elles se connaissent depuis le collège et Evelyn, elle nous dit qu'elles ont passé toutes les étapes de leur vie ensemble, que ce soit les premiers amours mais aussi les gros chagrins, les disputes avec les parents, les soirées où tu te sens seul au monde. Elles partagent absolument tout de leur vie et aujourd'hui, elles sont vraiment fusionnelles. Elles bossent pas ensemble, elles ont chacune leur vie de leur côté, mais elles se voient ou du moins elles se parlent tous les jours à travers les WhatsApp, Snapchat et compagnie. Donc elles arrivent quand même à garder ce lien même si elles n'ont pas les mêmes horaires. L'amie d'Evelyn travaille comme assistante dans un cabinet administratif. Donc c'est un truc super carré, super organisé où elle passe sa journée à envoyer des mails, répondre au téléphone, gérer les dossiers qui sont un petit peu chiants. C'est quelqu'un qui est assez posé, assez calme, mais Evelyn, elle nous fait une petite confidence. Elle nous raconte que c'est pas quelqu'un qu'il faut vraiment emmerder. Parce que bien qu'elle soit posée, etc., elle a quand même un sacré caractère qui est assez fort. Mais ce caractère, c'est aussi ce qui fait qu'Evelyn, c'est sa pote. C'est ce qui fait qu'elle peut tout lui raconter sans le moindre secret. Dites-vous qu'elle lui raconte absolument tout. Que ce soit la cliente chiante qui est passée aujourd'hui, ou même lorsqu'elle a eu une rupture avec son ex, c'est toujours cette amie qui l'a écoutée et qui l'a conseillé. Il y a aussi un aspect de cette relation qu'Evelyn, elle apprécie particulièrement. Parce qu'en fait, elle nous l'a pas dit au début de l'histoire, mais malheureusement, elle n'a pas vraiment contact avec sa famille. Les raisons, on ne les connaît pas, mais par contre, on sait que cette relation qu'elle a avec sa meilleure pote, à la fois c'est une relation amicale,
mais aussi un petit peu familial, parce qu'en fait, elle remplace indirectement sa famille, qui n'est pas présente dans sa vie. Evelyn nous raconte qu'elles ont ce petit rituel lorsqu'elles ne peuvent pas se voir. En gros, Evelyn, elle finit son service, elle marche jusqu'à l'arrêt de bus, et elle envoie un message vocal de 3 minutes où elle vide son sac de la journée. Évidemment, ce message, elle l'envoie à sa pote, à qui elle raconte toute sa journée, tout ce qui s'est passé au taf. Et le petit rituel, c'est que sa pote, elle lui répond toujours la même phrase. Cette phrase, c'est: laisse tomber, le karma fera toujours son boulot. Evelyn, à chaque fois, ça la fait beaucoup rire parce qu'elle n'y croit pas une seule seconde à ce karma. Mais en gros, pour sa pote, c'est simplement une façon de lui dire: t'inquiète, le temps fait bien les choses, ça va passer. Cette phrase, Evelyn, ça l'apaise, donc ça lui donne envie d'oublier sa mauvaise journée. Et souvent, elle se dit qu'en fait, elle a de la chance d'avoir une amie aussi fidèle, aussi présente, et surtout aussi investie dans sa vie. C'est une amie qui réagit au quart de tour dès qu'il lui arrive une injustice, une amie qui lui répète encore et encore qu'elle mérite mieux dans sa vie, et qui lui répète systématiquement que les gens qui lui font du mal, eh bien que la vie s'acharnera contre eux. Evelyn nous raconte que son histoire, elle part d'une scène qui ressemble juste à une mauvaise journée, comme tout le monde peut en avoir finalement. Et cette scène, en fait, c'est quand elle rentre du boulot, elle est fatiguée, elle pense simplement à prendre sa douche et à se poser, mais en sortant du métro, elle tombe sur quelqu'un qu'elle ne pensait pas voir ici. Cette personne, mes amis, c'est tout simplement son ex. En gros, elle n'a plus du tout de contact avec lui depuis plusieurs années. Elle ne l'a pas revu une seule fois depuis leur rupture, donc déjà, ça lui fait un petit choc, et elle ne sait pas trop comment réagir. Du coup, elle se dit: bon, je vais passer à côté de lui, faire comme si de rien n'était. Sauf que, pile au moment où elle le dépasse, elle entend sa voix, derrière, qui dit à sa nouvelle copine, parce que oui, il y avait une femme à côté de lui: regarde, il y a mon ex, elle est vraiment chelou. Bon, Evelyn, elle s'y attendait pas du tout, elle le regarde une seconde, pour être sûr d'avoir bien entendu, et là, il lui lance un petit sourire dégueulasse. C'est en gros le détail qui lui rappelle très bien pourquoi est-ce qu'elle l'a quitté. Et Evelyn, du coup, elle se remet à marcher, mais elle sent gentiment que les larmes, elles commencent à monter, parce qu'elle n'a rien fait pour mériter ça, et en plus, il l'humilie publiquement, parce que oui, il y a sa nouvelle copine à côté de lui, mais il y a également des gens autour, donc c'est juste un gros bâtard. Évidemment, notre amie, elle arrive chez elle en pleurs, elle prend son téléphone et elle appelle son amie, et elle lui raconte en gros ce qui vient de se passer, comme à son habitude. Son amie l'écoute, elle lui dit que, en gros, ce mec, c'est une merde, qu'il mérite de payer pour tout ce qu'il lui a fait, et qu'en tout cas, elle ne doit jamais se sentir inférieure à qui que ce soit. D'ailleurs, mes amis, petit conseil, petite morale de cette vidéo, ne vous sentez jamais inférieur à qui que ce soit. Ne vous comparez pas aux autres, parce qu'on a tous des situations différentes, on est tous différents. Chacun va à son rythme, et si vous avez l'impression de stagner, dites-vous que tout va se débloquer d'ici peu de temps. Regardez, moi, c'est une sensation que j'ai assez régulièrement. Je me dis: mais mec, t'as 28 ans, parce que oui, je viens d'avoir 28 ans. T'as 28 piges et tu n'as strictement rien fait de ta vie. Moi, je me dis ça, mais en fait, si je regarde objectivement, oui, j'ai déjà fait des choses. J'ai terminé mon master l'année passée, j'ai mon appartement, j'ai mes 2 petits chats, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai le podcast qui fonctionne bien. Donc, ça fait des choses que j'ai déjà réalisées. Et je sais que certains d'entre vous se disent pareil. Et même si vous ne faites pas des vidéos sur YouTube, même si vous n'avez pas encore votre appartement, sachez que vous avez accompli beaucoup de choses dans la vie et que votre vie n'est pas terminée. Donc, vous avez encore beaucoup d'années pour réaliser beaucoup de choses. Et que si vous les faites à 24 ans ou à 27 ans, on en a rien à foutre. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'être heureux avec vous-même et d'avoir constamment un objectif de vie, une chose où vous vous dites: d'ici quelques années, je me vois ici ou en faire ça, parce que ça va être l'essence même de votre journée, ça va être l'essence même de votre quotidien. Et ça, moi je sais que si je n'ai plus d'objectif, je n'ai plus cette petite étoile, eh bien le matin, je n'ai tout simplement plus aucune raison de me lever. Bref, parenthèse terminée, revenons à l'histoire. Evelyn, au téléphone, elle se rend compte qu'elle est super énervée, qu'elle est en train d'insulter son ex. Vraiment, tous les noms y passent parce que c'est comme s'il avait tué quelqu'un. Mais bon, de lâcher des dingueries comme ça lui fait beaucoup de bien. Elle vide son sac, les 2 amis passent une demi-heure au téléphone et ça l'apaise beaucoup. Après l'appel, Evelyn passe une soirée mitigée, c'est pas bien, c'est pas nul, c'est normal. Et elle passe une bonne nuit. Le lendemain matin, alors qu'elle prépare son café, notre amie voit son téléphone sonner. C'est une amie à elle, du lycée, qui lui demande si elle a vu les infos. Bon, Evelyn ne comprend pas, elle demande pourquoi, et l'autre lui dit: en fait Evelyn, ton ex a eu un accident hier soir, il est à l'hôpital. Visiblement, c'est les freins de sa moto qui ont été coupés et son état est assez préoccupant, pour ne pas dire que son état est très grave. Evelyn, elle est devant son évier, elle reste figée, elle ne prononce même pas un mot tellement elle est choquée d'apprendre ça. Elle raccroche, elle pose son téléphone et elle a un frisson parce que la coïncidence, elle est quand même extrêmement violente. Elle se dit que c'est simplement un hasard très moche, rien de plus, et dans sa tête, en fait, elle se dit: ce mec a été tellement dégueulasse avec moi la veille que je vais essayer de pas trop m'en préoccuper. Du coup, quelques jours passent, elle essaye de penser à autre chose, elle bosse, elle sort, et puis, au travail, à midi, elle a une embrouille avec une collègue, parce qu'en gros, elle lui reproche de faire mal son travail, qu'elle doit se réveiller et qu'elle est trop lente, trop ceci, trop cela, et ça, Evelyn,
ça l'énerve. Et vu que notre amie c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, eh bien, elle encaisse, mais ça lui met une grosse boule au ventre. Évidemment, à la pause de midi, vous vous doutez bien ce qu'elle fait, elle appelle son amie pendant presque une demi-heure. Elle lui raconte tout, mais elle lui dit aussi qu'elle ne comprend pas pourquoi cette collègue s'est acharnée sur elle comme ça, qu'après tout, elle n'a pas l'impression de faire mal son travail, donc elle ne mérite pas toute cette méchanceté. Et évidemment, encore une fois, son amie l'écoute très attentivement, et elle lui dit qu'elle va passer la chercher ce soir après le travail. Comme ça, elles sortiront un peu en ville, ça lui changera les idées, et que normalement, ça devrait lui faire du bien. Le soir arrive, la pote d'Evelyn la rejoint à sa boutique, et elle lui demande si elle peut utiliser les toilettes. Évidemment, Evelyn la laisse aller à l'arrière de la boutique, et après ça, les deux jeunes filles s'en vont pour faire leur petite soirée tranquillement. Le lendemain, lorsqu'elle arrive au travail, Evelyn voit les employés de la boutique rassemblés devant les casiers. Tout le monde parle en même temps, elle demande ce qui se passe, et un collègue lui dit qu'un casier a été complètement défoncé, et que visiblement, ça s'est produit hier soir, après la fermeture, parce qu'il y a de l'eau de javel absolument partout à l'intérieur, et les affaires d'une collègue qui avait ce casier, elles sont complètement foutues. Evelyn demande naturellement à qui appartient ce casier, et quelqu'un lui répond le prénom de la collègue qui lui avait mal parlé la veille. Evelyn ne dit rien, mais elle se rappelle que son amie est passée hier, elle est venue pile après qu'elle lui ait raconté l'histoire, et ça la perturbe un peu, mais elle se dit que c'est ridicule et qu'elle se fait probablement des films. Son amie est peut-être passée à un moment où le casier avait déjà un problème, donc c'est juste une pure coïncidence. Et elle est sûre et certaine qu'elle n'a absolument rien à voir avec tout ça. Ce soir-là, Evelyn, elle rentre tranquillement chez elle. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle se pose sur son canapé, tranquille. Sauf que, à un moment, son voisin fait un bordel pas possible. Ça dure jusqu'à minuit, voire 1h du matin, donc elle n'arrive même plus à dormir. Donc Evelyn, elle est dans son lit, elle prend son téléphone et elle envoie un message à son amie parce qu'elle est encore éveillée. Elle lui dit qu'en gros elle ne supporte plus ses voisins, qu'elle espère que le bruit va s'arrêter immédiatement et que en gros il est temps qu'il arrête de faire chier tout le monde. Évidemment, son amie lui répond qu'elle devrait peut-être aller parler à son voisin pour lui dire d'arrêter. Mais Evelyn, elle rigole, elle lui dit écoute, tu me connais, j'en suis parfaitement incapable. Du coup, je vais juste attendre que ça s'arrête tout seul. Le lendemain matin, notre amie Evelyn se lève, elle a la tête un petit peu dans le cul. Elle se rend au travail et à peine arrivée en bas de l'immeuble, elle tombe nez à nez avec 2 policiers. Elle voit des voisins qui sont attroupés dans le couloir et on lui dit que toutes les fenêtres de son voisin ont été explosées, comme si quelqu'un avait jeté des pierres depuis l'extérieur. La porte de chez son voisin est ouverte. Notre amie, elle jette un coup d'œil et elle voit l'appartement qui est ravagé. Il y a encore les cailloux qui sont à l'intérieur, il y a du verre absolument partout. Notre amie, elle remonte chez elle, elle ferme la porte et elle se met par terre. Dans sa tête, dans son inconscient, elle a compris, mais elle ne veut pas faire face à la réalité parce que elle sait très bien ce qui se produit. Elle sait que peut-être son ami est derrière tout ça, parce que encore il y a quelques heures, cette nuit, elle lui disait que son voisin l'emmerdait. Et là, il y a encore une énième coïncidence où ce mec, son appartement est ravagé. C'est bizarre parce qu'il y a déjà eu l'histoire des freins de la moto de son ex, le casier de sa collègue qui lui a mal parlé, et maintenant l'appartement du voisin qui fait beaucoup de bruit. On est d'accord, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Là, Evelyn nous raconte qu'elle ne dit absolument rien. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle essaye d'éviter certains sujets avec son ami. Désormais, elle fait attention à comment elle raconte les choses, elle minimise ses problèmes quitte à ne rien lui dire. Mais la vérité, c'est qu'elle commence à avoir un petit peu peur d'elle parce qu'elle se demande jusqu'où est-ce que ça peut aller. Parce que dites-vous que saccager les freins d'une moto de quelqu'un, on peut imaginer que ça peut quand même avoir des grosses conséquences. Bref, les jours qui suivent, ils sont pas faciles pour Evelyn parce qu'elle a un peu perdu ce lien qu'elle avait avec sa pote, mais la discussion est quand même là. Jusqu'à un moment où il y a cette fameuse soirée au bar. La copine d'Evelyn lui propose de sortir boire un verre. Evelyn hésite un petit peu, mais elle finit par accepter parce qu'après tout, elle s'ennuie à la maison. Du coup, elles sortent ensemble, elles retrouvent quelques connaissances, et Evelyn nous explique qu'il y a un gars dans le lot qui insiste beaucoup trop avec elle. Elle lui dit non une dizaine de fois, donc à un moment, elle s'enlève, elle recule, elle change de place, mais il revient toujours lui parler. À chaque fois, ce gars est hyper lourd et elle se sent mal. Et évidemment, sa meilleure pote, elle le remarque. Donc les deux décident de partir du bar et carrément d'écourter la soirée parce que ce gars a tout gâché. Evelyn rentre chez elle, elle se pose dans son lit et une petite heure après, elle s'endort. Le lendemain matin, alors qu'elle se prépare pour sortir, elle reçoit un message d'un ami qui lui dit « Hey, t'as vu ce qui est arrivé à ce mec ?» Evelyn lui dit non, j'en sais rien. Le gars lui répond que le paillasson qui se trouve devant la porte de ce mec, il a tout simplement pris feu pendant la nuit et ça a carrément commencé à brûler la porte. Donc clairement, ce mec, il était à 2 doigts de mourir dans un incendie. Et peut-être que tout l'immeuble aussi. Apparemment, c'est un voisin de ce gars qui a alerté les pompiers parce qu'il a senti une odeur de cramé. Et si tout l'immeuble s'était embrasé, vous imaginez bien que ça aurait été une catastrophe. Parce qu'évidemment, ça s'est passé en pleine nuit. En voyant ça, Evelyn lâche son téléphone et c'est là que tout s'emboîte d'un coup dans sa tête. Chaque fois qu'elle parle à son ami de quelque chose qui lui est arrivé, il arrive un truc absolument horrible à cette personne. Et à ce moment-là, notre amie, elle comprend qu'elle n'a plus affaire au karma. Ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement
sa meilleure amie. À partir de là, il y a quelque chose qui se bloque en elle sans qu'elle puisse vraiment l'expliquer. Elle continue de parler avec sa meilleure amie, mais ce n'est plus pareil, ce n'est plus comme avant. Quand elle lui raconte sa journée, elle réfléchit un petit peu à chaque mot qu'elle va lui dire, et au début, c'est pas volontaire, c'est plutôt comme une sensation un petit peu bizarre, comme une alerte qu'elle essaye d'ignorer, mais elle n'y arrive plus. Vous vous en doutez bien, son amie le remarque très très vite. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'elle est moins bavarde, pourquoi est-ce qu'elle est un peu plus distante, pourquoi est-ce que ses réponses sont plus courtes qu'avant, pourquoi est-ce qu'elle paraît plus froide. Et Evelyn, à chaque fois, elle essaye d'esquiver avec des excuses un peu bidons. Genre elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle dort mal la nuit, qu'elle a trop de boulot au travail. Et la vérité, c'est que c'est vrai, mais c'est pas les raisons qui lui poussent à être plus froide. En fait, elle commence simplement à avoir peur de sa propre meilleure amie. Pas forcément pour elle, mais pour les autres qui l'entourent. Ce soir-là, elle prend une décision, elle veut savoir ou être certaine que toutes ces horreurs sont causées par sa pote, même si au fond d'elle, elle en est sûre et certaine, elle veut quand même avoir la preuve par A plus B, donc elle met tout un plan en place. Elle imagine un voisin agressif qui l'aurait insulté dans l'ascenseur, un voisin qui vivrait dans un appartement juste à côté du sien, mais en réalité, cet appartement, il est vide depuis maintenant 1 mois. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle joue sa meilleure comédie, elle appelle sa meilleure amie, elle lui raconte ça tranquillement, en faisant attention à ne pas trop en dire, histoire que ça fasse genre qu'elle est sous le coup des émotions et que ça paraisse naturel. Son ami réagit comme toujours avec cette façon rassurante de dire « T'inquiète, je suis là pour toi, ça va bien aller ». Et c'est justement cette réaction-là qui va encore lui donner plus la boule au ventre. Quand elle rentre du boulot, Evelyn arrive en bas de son immeuble, elle rentre à l'intérieur, elle monte les marches jusqu'à son appartement. Elle espère dans sa tête que toute cette histoire, c'est elle qui l'a inventée et qu'elle se fait des films. Mais en arrivant sur son palier, elle voit quelqu'un accroupi devant la porte du fameux voisin. Cette personne a un couteau dans la main, elle est en train de rayer la porte, comme si elle gravait quelque chose. Et Evelyn, elle voit de qui il s'agit, et vous vous en doutez bien, c'est sa pote. Notre amie reste là, figée devant sa porte. Son amie se tourne d'un coup, et elle sourit avec un sourire très particulier. Et à un moment, elle s'avance vers Evelyn. Elle lui dit « C'est normal, je voulais juste te défendre, parce que je ne peux pas laisser un voisin irrespectueux faire du mal à ma meilleure amie. » Elle lui dit ça avec une voix presque tendre, comme si elle attendait un merci de la part d'Evelyn. C'est presque ça que notre amie, elle trouve le plus dingue. Là, elle lui balance toute la vérité à la gueule, elle lui dit qu'il n'y a jamais eu de voisin, qu'il lui a mal parlé ou quoi que ce soit, qu'elle a absolument tout inventé pour voir si c'était elle qui était à l'origine de toutes ces atrocités. Ce qu'elle voit de la part de sa meilleure amie, c'est la réaction la plus étrange qu'elle n'ait jamais vue de toute sa vie. Le visage de son ami se ferme comme si on avait tiré un rideau, son regard change immédiatement et sa voix, elle devient beaucoup plus sèche, presque agressive, et là, elle lui dit qu'elle n'aurait jamais dû lui mentir et qu'elle n'a aucune idée de tout ce qu'elle a fait pour elle depuis des mois et des mois. Evelyn, elle se sent un petit peu en danger, elle recule d'un pas, mais son amie s'avance vers elle, elle lui dit qu'elle est ingrate, que c'est une connasse, qu'elle ne mérite même pas qu'on la défende, qu'elle se plaint absolument tout le temps, qu'elle est insupportable et qu'elle est incapable d'apprécier ce que les gens font pour elle. Plus elle est en train de l'insulter, plus elle est en train de la critiquer et de parler, plus Evelyn se sent en danger et elle panique parce qu'elle comprend que là, c'est en train de déraper. Elle essaye tant bien que mal de rester calme face à la situation, elle lui dit que tout ça doit s'arrêter, que ce qu'elle fait, c'est grave parce qu'elle a failli tuer quelqu'un avec les freins de la moto, qu'elle ne peut pas continuer de la défendre en faisant du mal aux gens qui s'en prennent à elle. Donc malheureusement, elle lui explique qu'elle va devoir en parler autour d'elle. Et surtout, prévenir la police parce que ça devient très grave. Vous vous en doutez bien, elle n'a pas le temps de finir sa phrase, tout se passe en quelques secondes, parce que dans un excès de colère, son ami la pousse hyper violemment, comme pour la faire taire. Evelyn tombe en arrière, elle rate la première marche, puis la deuxième, du coup, elle se casse littéralement la gueule dans les escaliers, avant de s'écraser la tête la première contre la dernière marche. À ce moment-là, tout devient très flou, elle ne sait même pas combien de temps elle est restée là, elle ne sait même pas si son amie est partie, si elle est restée, si elle a paniqué. Tout ce dont elle se souvient, c'est la voix d'un homme qui est complètement affolé, qui visiblement l'a retrouvée par terre, inconsciente, en rentrant chez lui. Et c'est lui qui a appelé les secours. Les sensations d'Evelyn reviennent lorsqu'elle sent des mains qui tentent de la maintenir immobile. Elle voit des lumières et elle comprend vaguement qu'on est en train de la mettre sur un brancard. À l'hôpital, tout est extrêmement flou aussi. Une infirmière vient lui mettre un bandage sur la tête. Quelqu'un essaye de lui demander si elle peut parler et elle, elle répond comme elle peut. Elle raconte ce dont elle se souvient, mais les mots sortent mal tellement elle est dans les vapes. Une dizaine de minutes plus tard, elle comprend qu'elle a frôlé un truc très grave, un truc qui ne s'arrêtera jamais tant qu'elle ne mettra pas une vraie distance entre elle et cette pseudo-amie qu'elle croyait connaître par cœur depuis des années et des années. Heureusement, plus de peur que de mal, elle n'a pas eu de séquelles au niveau du cerveau. Parce que, mes amis, dites-vous que le choc, il a été d'une violence extrême. Quand elle sort de l'hôpital, quelques jours plus tard, elle ne rentre pas du tout chez elle. Elle va dormir chez une autre amie juste pour ne pas rester seule. Elle lui raconte tout, et cette personne lui conseille de couper définitivement avec sa pote. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son téléphone, elle bloque le numéro, ses réseaux sociaux, son adresse mail, parce qu'elle refuse catégoriquement de laisser ne serait-ce qu'une porte ouverte, et que même si ça partait d'une intention de protéger sa pote, donc d'être là pour elle, eh bien, c'est une personne extrêmement dangereuse. Le truc, c'est qu'Evelyn, elle réfléchit aussi à dénoncer sa pote, mais elle se dit qu'elle n'a pas de preuves concrètes. Elle se dit aussi que maintenant qu'elle sait de quoi elle est capable,
elle va réfléchir à 2 fois avant de porter plainte. Parce que imaginons, elle va porter plainte, cette personne est mise au courant, elle sait que forcément c'est Evelyne, donc peut-être que le lendemain, Evelyne se fait buter. En tout cas, aujourd'hui Evelyne, elle est en sécurité, son choc à la tête a complètement disparu, et peut-être qu'elle ne se serait jamais relevée. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'est devenue cette personne, on ne sait pas si elle a été arrêtée parce qu'elle a commis d'autres choses plus graves, mais j'ai envie de dire, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voilà, c'est la fin de cette deuxième histoire, et par conséquent de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai pris un réel plaisir à vous les raconter, j'espère que ça s'est ressenti. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram ou même à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.